cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ses déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. wayne da manti kala harino kan da bore na bongo se banda masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau. Le jugement sur l'affaire opposant le ministère public au directeur de publication du journal L'Union a été reporté ce matin au 4 mars prochain par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, Les Échos, dans ce journal. À Maradi, l'opérateur économique El Hadji Sani Atia a effectué une série de visites sur plusieurs sites en construction, des travaux entrepris en grande pompe par El Hadji Sani Atia pour soutenir les efforts des autorités de la 7e République. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information que nous ouvrons par ce communiqué de presse de la Direction générale de la police nationale. De la nuit du 24 au 25 février 2014, c'est-à-dire hier aux environs de 2 h du matin, des coups de feu ont été entendus au quartier Rekazma, non loin de la pharmacie Deuxième Forage. L'auteur des coups de feu a été identifié en la personne du brigadier de paix Souleymane Mahamadou Sabi, agent chargé de la sécurité de la seconde épouse du président de l'Assemblée nationale. L'intéressé est présentement à la disposition de la police judiciaire qui a ouvert une enquête. Cela dit, le délibéré concernant le procès du sieur Doudou Rahma est prévu pour le 4 mars prochain. Décision du tribunal de grande instance hors classe de Niamey lors d'une audience tenue ce matin. Mais son avocat, Maître Souley Oumarou, lui, plaide pour l'irrécevabilité de la plainte pour vice de procédure. Nous l'écoutons. Dans un premier temps, on nous a desservi une convocation le 3 février pour comparaître devant le tribunal le 17 janvier. C'est que vous constatez qu'il est impossible. La deuxième convocation est du 5 pour le 17 février. Et le parquet s'est rendu compte que les délais que lui impose la loi sur la presse entre la convocation et le jugement est de 15 jours. Or, vous convenez, entre le 5 et le 17, ça fait 12 jours. Au lieu de faire venir le dossier à la salle pour être jugé, ils ont gardé la convocation, ce que la loi ne leur permet pas, pour reprendre une troisième fois la convocation de Rahma pour comparaître aujourd'hui. Alors nous avons relevé ces différentes erreurs par rapport à la plainte pour dire non, tel que c'est fait, cette plainte n'est pas recevable, on doit annuler. Et si on annule, on ne peut plus juger ni reprocher quoi que ce soit par rapport aux propos que Doudou Rahma a tenus à la télévision Bonferré. La deuxième remarque qu'il y a lieu de faire également, c'est que vous savez, en matière de délit de presse, lorsque des propos sont tenus dans un journal ou à la télévision à l'occasion d'un débat, le responsable qu'on amène en justice, c'est le directeur de la télévision, le directeur de publication ou la personne qui a entretenu le débat. C'est lorsqu'on n'a pas mis la main sur cette personne-là, justement qu'en ce moment on peut chercher et éventuellement la personne qui a tué les propos. Et ça aussi nous disons, dès lors qu'on n'a pas poursuivi les autorités de Bonferré, il est évident que Doudou Rahma ne pourra pas être donc jugé. Et nous disons pourquoi? Parce qu'en fait, la loi a bien vu. Parce qu'à partir du moment où on va se permettre à poursuivre vos invités, eh bien, il n'y aura plus de débat. Et donc il n'y aura plus de discussion à la télévision. Donc nous attendons le 4 mars pour savoir, est-ce que, comme d'habitude, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a soulevé ces genres d'imperfections des convocations faites par le procureur. Les erreurs de procédure, comme nous les appelons, ce n'est pas la première fois, ça fait 15 ans. Et toutes les fois qu'on a soulevé ce genre de problème, on a été suivi. Pour dire que lorsque vous reprochez, vous dites tel propos,
veut dire ça, il faut expliquer en quoi c'est outrageant, en quoi c'est une insulte. Vous comprenez? Ce débat, nous allons le faire lorsque la question de Rachava, c'est un débat national aujourd'hui. Mais c'est un débat qui reviendra éventuellement en cette circonstance ou dans d'autres procès. Une autre affaire également remise au 4 mars prochain. Au 4 mars prochain, c'est donc celle opposant le ministère public à notre confrère directeur de publication de l'hebdomadaire L'Union, M. Ousmane Dambaji. Là-dessus, je vous propose d'écouter les explications de son avocat, Maître Lirwana Abdraman. L'affaire a été appelée, mais elle n'a pas été plaidée au fond. Nous avons soulevé des exceptions d'irrécevabilité et de nullité de la procédure, raison pour laquelle le juge n'a pas accédé au fond du dossier. Il a renvoyé l'affaire au 4 mars jusqu'à ce qu'il purge les exceptions. Nous avons dit d'abord, première exception, que le parquet n'est pas fondé de poursuivre mon client parce qu'il ne s'agit pas d'une infraction par voie de presse qui est relative à la religion, qui est relative à un groupement de personnes, qui n'est pas une question relativement ethnique. C'est le seul cas où le procureur est fondé de faire une poursuite d'office. En dehors de ces cas-là, dans les autres cas, c'est la partie lésée. C'est celui qui s'estime être victime qui doit déposer plainte. Au niveau de l'auteur principal, si l'infraction est constituée ou pas, comment on peut déterminer les actes posés par un complice s'ils sont constitutifs de complicité ou pas? Et enfin, la dernière exception que nous avons soulevée, c'est celle de la nullité des citations. On nous a servi 2 citations. La première citation a été servie le 4 février, sans avoir été appelée à la date à laquelle elle devrait être appelée le 17. Une autre citation a été servie le 7 février, ce qui fait 2 citations. Et nous avons précisé que les citations en matière de qualification d'infraction sont vagues et imprécises parce qu'elles ne situent pas de façon précise l'infraction pour qu'on se retourne vers l'article de façon précise et puis le déterminer. En somme, voilà les exceptions que nous avons soulevées et ma foi que le juge a trouvé pertinente, qu'il va examiner d'abord si elles sont recevables et fondées, et si elles sont fondées, il va aligner la procédure. Et si elles ne sont pas fondées, il va rentrer dans le dossier. C'est à ce instant-là qu'on saura si mon client est complice de l'infraction qui lui a été reprochée. Toujours sur le front social, le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement, le CEPRAS, a animé ce matin un point de presse et une sortie relative à la libération de leur camarade Ismaël Issoufou, gardé depuis quelques jours à la prison civile de Niamey. Le CEPRAS qui invite par ailleurs le gouvernement à une reprise des négociations autour de sa plateforme revendicative. Écoutons Moukaila Alidou, il est coordonnateur du CEPRAS. Participer à l'amélioration des conditions de vie des populations de la région de Maradi conformément au programme de la Renaissance du Niger est l'objet de la motivation de l'opérateur économique El Haïssani Atia à entreprendre des réalisations de grande envergure dans la commune urbaine de Maradi et ses environs. Dans la visite qu'il a conduite sur certains de ces sites, l'opérateur économique qui était accompagné par le gouverneur de Maradi et les autorités régionales ont visité le centre d'affaires en construction dans la commune 3, puis le site de construction de la route latéritique du quartier Soura Aboubakar, un quartier confronté aux inondations en saison de pluie. Après la commune urbaine de Maradi, la délégation s'est rendue à Tsibiri où l'opérateur économique entreprend plusieurs travaux dont la construction d'une mosquée, d'une piste latéritique et la viabilisation de latrines OCS de Tsibiri. L'opérateur économique se dit engagé à accompagner les autorités actuelles dans leur combat pour l'émergence de notre pays. Jinjina ma shugaban kasa Alai So Muhammadu da ya ɗauki wannan iko kuma yake gudanar da ayyuka daban-daban cikin ƙasar nan ta Nijar musamman nan jihar mu ta Maradi. In ka ɗauka ga kasuwa nan ana mu ga hanyoyi nan daban-daban ga rijiyoyi nan da na kwalla-kwalla ana yin mutane. To shi yasa nake ganin masu hannu da shuni ya kamata mu ma mu tashi
yadda shugaban ƙasa ya dage yana taimaka ma 'yan uwanmu cikin wannan jiha tamu ta Maradi, mu mu tashi mu kama ma shugaban ƙasa mu taimaki 'yan uwanmu game da wasu ayyuka wanda za su yi daidai da na shugaban ƙasa, insha Allah ha jiha tamu ta gyaru baki daya. To don haka shi ya samu ke wannan ayyuka, insha Allah kuma za mu ci gaba da wannan ayyuka ha iyaka abin da Allah ya yi. La dernière étape de cette visite a conduit la délégation sur le site d'aménagement de la route latéritique de Chadakori qui desservira 3 établissements et distant d'1,2 km. Après une visite au sultanat du Gobir, le gouverneur nous fait le bilan de cette visite. Voilà un opérateur économique qui utilise ses propres moyens pour venir en appui au programme de renaissance du chef de l'État. En ce sens qu'il réalise des pistes d'accès au niveau de la commune, comme vous l'avez dit, au niveau de la commune de Tchibiri et également au niveau de la commune de Chadakori. Et également, nous avons remarqué que ces appuis vont exactement dans le sens souhaité par le programme de renaissance. L'exemple de l'opérateur économique El Haïssani Atia est à suivre et doit interpeller les opérateurs économiques nigériens où qu'ils se trouvent à consacrer une part de leur richesse aux aides sociales. Une façon de dire que ces genres d'initiatives sont salutaires et donc à encourager tout simplement car elles renforcent la solidarité et la fraternité entre fils d'une même nation. Voilà, vous l'avez sans nul doute rectifié de vous-même. Il s'agissait plutôt de Maradi avec l'opérateur économique El Haïssani Atia qui effectuait une série de visites sur plusieurs sites en construction dans la commune urbaine de Maradi. Objectif, il s'agissait donc de soutenir les actions du président de la République, notamment le programme de Renaissance. Comme je le disais, le cadre permanent de réflexion et d'action des syndicats de l'enseignement, le CEPRAS, donc, a animé un point de presse ce matin, une sortie relative à la libération de leur camarade Ismaël Issoufou, gardé depuis quelques jours à la prison civile de Niamey. Le CEPRAS qui invite par ailleurs le gouvernement à une reprise des négociations autour de sa plateforme revendicative. Nous tenons ici à remercier et à féliciter l'ensemble des organisations socio-professionnelles qui nous ont accompagnés pendant ces 10 jours de détention de notre camarade. Nous remercions particulièrement la presse privée nationale et internationale qui, dès les premières heures, s'est mobilisée autour du CEPRAS et de notre camarade au jour le jour pour avoir des informations par rapport à l'évolution de ce dossier. Également, les enseignantes et enseignants du Niger qui se sont mobilisés pendant toute une semaine au palais de justice pour réconforter moralement notre camarade Ismaël, mais également les responsables syndicaux du CEPRAS. Que la société civile, les organisations de défense des droits de l'homme, que les organisations syndicales nationales et internationales retrouvent ici tous nos remerciements par rapport à leur mobilisation connue durant ces derniers jours. Mais également, nous voudrions porter à l'opinion que si nous sommes arrivés à ce stade, c'est qu'il y a des personnalités, il y a des organisations qui ont œuvré pour qu'effectivement le dossier puisse accélérer afin que notre camarade bénéficie de cette liberté provisoire. Notamment le CESOC, où le président du CESOC, en 48 heures, nous a reçus 2 fois pour échanger autour de ce dossier, avoir des informations et créer les conditions pour que la justice, sans pour autant qu'il y ait une immixtion dans les décisions judiciaires, puisse en réalité accélérer cette procédure de mise en liberté de notre camarade. Le deuxième point de cette intervention est relatif aux discussions entre le CEPRAS et la partie gouvernementale. Dans le préavis de cette semaine, nous avions
un préalable. Ce préalable est relatif à la libération du camarade Ismaël. Et puisque hier le camarade a été libéré, nous lançons un appel au gouvernement et nous l'invitons d'ailleurs à la reprise immédiate des négociations afin que nous puissions sauver le système éducatif nigérien. Et puis je relis pour vous ce communiqué de la Direction générale de la police nationale de la nuit du 24 au 25 février 2014, c'est-à-dire hier aux environs de 2 heures du matin. Des coups de feu ont été entendus au quartier Recasement, non loin de la pharmacie Deuxième Forage. L'auteur de coups de feu a été identifié en la personne du brigadier de paix Souleymane Mamadou Sabit, agent chargé de la sécurité de la seconde épouse du président de l'Assemblée nationale. L'intéressé est présentement à la disposition de la police judiciaire qui a ouvert une enquête. Suite de ce journal, l'ONG lutte contre la migration et la traite des enfants a organisé ce matin un atelier dit de formation à l'intention de ses membres. Objectif, renforcer les capacités de ces derniers en matière de lutte contre la traite et la prise en charge des victimes. Alimatou Abdou. Stratégie en matière de lutte contre la migration clandestine et la traite des personnes. C'est le thème de cet atelier organisé par l'ONG Lutte contre la migration clandestine et la traite des enfants LMCTE à l'intention de ses membres. Un atelier dont l'objectif est de renforcer les capacités des participants en matière de lutte contre la traite et la prise en charge des victimes. La représentante de l'Organisation internationale pour les migrations et la directrice de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes ont tour à tour pris la parole pour saluer cette initiative du président de l'ONG LMCTE. Procédant à l'ouverture des travaux, le président de l'ONG LMCTE a d'abord fait un bref historique de l'ONG afin de souligner les raisons de la migration au Niger. La création de l'ONG LMCTE résulte d'un long processus de réflexion de certains jeunes, en majorité étudiants, après analyse de la situation socio-économique du Niger et en particulier celle des jeunes et des enfants, ainsi que la souffrance que vivent les personnes migrantes. En effet, la pauvreté dans laquelle végètent les populations nigériennes et le chômage qui mine la jeunesse a entraîné et entraîne encore d'importants flux migratoires à partir du Niger en direction du Maghreb, de l'Europe, de l'Asie et des États-Unis. La position géographique du Niger fait qu'il est aussi utilisé comme espace de transit par d'autres migrants subsahariens. La quasi-totalité de ces migrants partent clandestinement, ce qui comporte des risques évidents. Malgré ces risques, ce sont plusieurs milliers de jeunes qui migrent clandestinement et chaque année, ce sont des centaines d'entre eux qui meurent le long des routes du fait de la soif, de la faim et de la fatigue du voyage. Le spectre ne s'arrête pas là. En effet, s'ensuit la traversée de la mer où les passeurs utilisent des pirogues mal équipées, mal équilibrées et les surchargent. Ainsi, on ne traverse pas aussi la mer seulement à bord des pirogues. Certains sont cachés à bord des navires de cargaison régulièrement, donc sont enregistrés, ce qui fait que certains meurent asphyxiés ou noyés. Il a été estimé que 18 244 immigrés sont morts aux frontières de l'Europe depuis 1988. À tout cela s'ajoute le refoulement des migrants irréguliers par certains pays du Maghreb et de l'Europe, souvent dans des conditions inhumaines. Ces migrants qui reviennent sans leurs biens vont devoir faire face aux défis de leur insertion. Au cours de cet atelier qui va durer 3 jours, tous les points relatifs à la migration clandestine seront débattus, notamment le droit des migrants, l'identification des victimes et leur prise en charge. Rencontre hier au ministère du Plan entre le ministre d'État et les partenaires techniques et financiers du Niger. Il s'agit d'apprécier le niveau de mobilisation des ressources et décider de nouvelles orientations éventuelles à prendre. Murtala Zubayrou. Cette rencontre qui a regroupé les membres du gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les ambassadeurs, les représentants des organismes internationaux et les cadres du ministère du Plan, de l'aménagement du territoire et du développement communautaire
a pour objectif de contribuer à une mise en œuvre efficace du PDS et de faire le plan des avancées enregistrées vers l'atteinte des objectifs et les cibles du PDS. Dans son mot d'ouverture, le ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, tout en remerciant les participants pour leur disponibilité, a rappelé les missions du comité en tant que cadre unique de dialogue entre le gouvernement et les partenaires. En ce qui concerne le rapport de renforcement de capacité, c'est un sujet que vous connaissez parce que nous l'avions mis comme un point essentiel dans la mise en œuvre de ce PDS comme étant une nécessité pour corriger les faiblesses que nous avons constatées dans le cadre de la mise en œuvre. Et dès le départ, nous avons effectivement indiqué que ce programme était relativement ambitieux et que pour cela, si nous avons voulu avoir une approche volontariste, nous étions tout de même conscients de la nécessité de renforcer un certain nombre de nos capacités pour nous permettre d'effectuer, d'exécuter le PDS dans des conditions qui soient acceptables. Il se trouve que ce point qui était un point extrêmement important, certainement a eu un écho très important de la Banque mondiale, puisque nous sommes à un stade extrêmement avancé de la mise en place du programme de renforcement de capacité. Au coordonnateur du système des Nations Unies de féliciter les organisateurs de la réunion. Le bureau mis en place qui comprend moi-même, la Banque mondiale, Nestor Kofi et le chef de la mission du service de coopération et d'action culturelle, Laurent Bouillon, représenté par Michel Mainvel. Nous serons disponibles pour continuer le dialogue avec vous et rendre compte à nos pairs en cas de nécessité et recueillir leurs recommandations, leurs avis pour pouvoir les porter. C'est du reste dans ce sens que nous avons eu notre première réunion aujourd'hui avec vous et M. Philippe Fayet a eu l'honneur de représenter les bilatéraux dans le cadre de cette réunion. Ainsi, les résultats de la mise en œuvre des stratégies seront partagés entre les parties prenantes, ce qui facilitera la mise en œuvre du PDS. Restons toujours au ministère du Plan avec cette fois-ci la signature d'une convention d'accord d'un montant de 5 millions de dollars avec la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement. C'était hier un fonds qui servira notamment à appuyer le programme de sécurité alimentaire au Niger. Retrouvons Murtala Zubayou. Après la rencontre entre le ministre du Plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire et les partenaires techniques et financiers au Niger, celui-ci a procédé à la signature d'une convention d'accord d'un montant de 5 millions de dollars financé par le Fonds Coocien et qui rentre dans le cadre de l'opéralisation tripartite avec la Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce au Niger. Ce fonds est destiné à l'appui au programme de sécurité alimentaire au Niger. La banque, en tant que partenaire du ministère du Plan, intervient pour gérer en fiducie ce fonds-là en relation avec des institutions de microfinance, des organisations de producteurs pour appuyer les actions qui sont menées dans le cadre de financement de programmes destinés à la sécurité alimentaire au sens large, sécurité alimentaire s'entendant pour les productions animales, les productions végétales, les productions vivrières d'une façon générale, tant pour les aspects liés à la production, à la transformation qu'à la commercialisation de tous ces produits qu'on peut qualifier comme étant destinés à la sécurité alimentaire. Cette signature de convention entre l'État du Niger et la Banque sahélo-saharienne va permettre sans doute au Niger de prendre toutes les dispositions en vue de lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. Merci Murtala Zubayru. Et puis l'État du Niger a doté l'administration de la douane de 30 véhicules tout-terrain d'un coût de plus de 1 milliard de nos francs CFA. La cérémonie de réception s'est déroulée dans les locaux de la Direction générale des douanes. Seni Maikido Jibril.
C'est au total 30 véhicules tout-terrain, dont 25 pick-up et 5 station wagons, d'un coût total de 1 160 607 000 francs CFA qui ont été réceptionnés par le directeur général de la douane des Bains du ministère des Finances. Un don qui vise à renforcer le parc automobile de la douane afin de mobiliser un maximum de ressources pour alimenter le Trésor national, instrument central de l'action des pouvoirs publics. Il ne vous échappe pas qu'un tel investissement est le fruit d'un sacrifice réel consenti par l'État face aux attentes multiformes des populations nigériennes. Car les besoins auxquels il faut faire face avec des moyens limités revêtent tout un caractère prioritaire. Les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique villageoise et pastorale, de l'agriculture, de l'élevage, des infrastructures et de l'énergie, de la protection de l'environnement sont tous demandeurs d'investissements urgents. Si le choix de la dépense correspondant à cet investissement a porté sur l'administration des douanes, c'est parce que l'on entend tout naturellement, en effet, on attend un effet galvanisateur à très court terme. En clair, j'entends que la mise à disposition de ces véhicules provoque un accroissement des recettes douanières dès les prochains mois. C'est à cette condition que le plaisir que j'ai à remettre ces véhicules aujourd'hui sera véritablement complet. Réceptionnant les clés des 30 véhicules des mains du ministère des Finances, le directeur général de la douane a invité les agents des douanes à bien saisir la portée de ce geste et de se mettre au travail afin de rehausser les chiffres des recettes douanières. Au nom de l'ensemble des agents des douanes, j'adresse à vous-même, au gouvernement et au président de la République nos remerciements pour le témoignage de confiance que vous venez indirectement de nous apporter par la remise de ces véhicules. J'invite les agents des douanes à bien saisir la portée de ce geste et à se mettre à l'unisson afin de mériter la confiance qui vient de leur être renouvelée. Pour cela, des chiffres de recettes en constante hausse dans le respect des normes d'éthique et de déontologie me paraissent être la seule réponse attendue tant par notre hiérarchie que par les citoyens nigériens au nom desquels nous sommes censés travailler. Ces 30 véhicules vont ainsi inciter l'ensemble des services de la douane à s'investir davantage dans l'accomplissement de leur mission. Et puis en partie magazine, le réseau des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, le REGEA, était dimanche dernier dans le département de Bani Bangou. Nous sommes dans la région de Tillabéri, un déplacement à l'effet de visiter des réalisations faites par l'ONG Oxfam à travers un projet dont l'exécution est assurée par l'ONG Karkara. Voyons le film complet de cette série de visites dans ce document signé Issa Mustafa. Très bonne réception, au revoir. L'eau, source de vie, a-t-on coutume de dire. Ce dicton aujourd'hui est une réalité à Soumat et dans le département de Bani Bangou, dans la région de Tillabéri, situé à plus de 200 km de la capitale Niamey, dont l'accès est difficile du fait de l'état de la route. Soumat, où le projet d'appui et d'amélioration des conditions d'existence des populations intitulé le Pass-GIR à travers les actions d'urgence de Oxfam suite à la crise alimentaire de la lutte contre la pauvreté a décidé d'agir au-delà avec comme stratégie centrale la gestion intégrée des ressources en eau. C'est pourquoi ici plusieurs réalisations ont vu le jour grâce à ce projet. Parmi ces réalisations, on peut citer 2 barrages de sable, un château d'eau d'une capacité de 30 mm3 par jour, servant de station de pompage qui alimente le village en eau potable et pour les cultures maraîchères. Pour cela, les femmes du village se réjouissent de cette expérience que l'ONG Karkara a transportée du Burkina Faso. dinni fema kurkuta dinte irta kala ni daga sambu igu guri gandan fema kurkuta fallanga amma son wadi barmayan wiza ta so man tahiri no gati rezu waro wa me ta cino rigadan metar guga metar waya ame hakku no rigadaga irmo yi di barmai te zam dogonaiti ai ga tabatan di go ba dai borfo maniki ai bumbo dai kan gaba ai no gogan goyi fallan nodi da haro wata ne sin gan goyi ir burguna
to har wani o karango kane o man gano agogo funara sai har yo haro si funu se karsa to adogo ka newo haro di kayan mo kan aka ir sabu o ko fama karkara se zama kan an sa to ter se fi sina ina inite fi sina di afo kul su sambu kala tono waranza asin da kala takala zangundu waigu kai ni kai na di kirgita man tirgoga ne rano ari bombatu yan se zam ifo se iri wona stuye wali wona hayo da bogu irga norodi noriga ka gudugan hansi. À Bani Bangou, là aussi d'importantes réalisations ont vu le jour. Un château d'eau de 96 mètres cubes par jour, d'adduction d'eau potable servant de base d'alimentation en eau pour les actions de maraîchage et de consommation pour les populations. Comment se fait la gestion de cette eau? Zainabou Atou répond. Dai kulli gila sabu ta kalmar jikan aka sambu sori woda yog sambu ta kal zangundu waidu ne riga faino kanen di taci kare taci barkul sambu ta kalwai taci wai taci ta kalwai taci wo zai to ga sambu guban barkul gubanan go waranka ta kalwai taci kul waran kuno ta kalhin kadala. La gestion se fait aussi en collaboration avec un comité technique qui permet à ces femmes de mieux comprendre la variation du niveau d'eau au moyen des outils tels que la sonde et le lever-loga qui sont des unités de mesure. 5 mètres 84 5 mètres 84 6 mètres 7 mètres amma 5 mètres 94 au Congo c'est il veut de quand ne pour bono amma hala ko to 6 mètres wala 7 mètres il be ka haro zabu za hando bu dir chabi se mat kan za il sintina ga kir go ga haro ne se mo sintin il chabi se mat kan na goda ifaham son da go de haro zabu dir ci se iga faham zam za jina ga dir go ne se mo te ma dir hinno ne se mo te il go bora kul marguno im ka gun za sintina. L'ONG Karkara, à travers toutes ces grandes réalisations du projet Passagir dans le département de Bani Bangou, estimé à un coût global de près de 400 millions de francs CFA, fait le point suivant. Ok, on peut estimer le niveau de réalisation des objectifs à plus de 98% de réalisation. Donc à Soumat, c'est environ 9 hectares de terre qui a été mise en valeur pour la pratique du maraîchage. Et toujours à Soumat, le système d'alimentation en eau est équipé de panneaux solaires et un château d'eau qui alimente le village en eau de consommation. Donc c'est 3 bonnes fontaines qui ont été installées dans le village et 25 bassins de réception d'eau au niveau du site maraîcher. Au niveau de Bani Bangou aussi, c'est le même dispositif qui est mis en place pour exploiter 5 hectares de terre. Oxfam, qui est l'ONG centrale de ce projet, tire aussi une motion de satisfaction. Moi, globalement, on est très satisfait de ce qui a été fait et surtout la prise de conscience que nous avons remarqué au niveau des populations, qu'elles ont compris l'intérêt que même s'il y a l'eau en abondance, il faut la gérer pour les générations futures. Ça c'est quelque chose qui est vraiment très important dans notre cadre nigérien et surtout en milieu rural. L'autorité de proximité, elle, se réjouit et pense qu'à travers ce programme, les objectifs sont bien atteints, ceux d'améliorer et d'appuyer les populations de Bani Bangou pour leur existence. Il y a eu beaucoup d'améliorations, il y a eu un changement parce que quand on voyait des familles qui n'avaient pas vraiment de quoi acheter la salade en produisent, de quoi acheter la tomate en produisent ou de quoi acheter même le maïs, vous voyez, on est dans un champ de maïs. Vraiment, c'est une bonne chose. Et ailleurs, vous avez du haricot, parce que dans certains jardins, on fait le haricot. Et il y a des populations qui en produisent beaucoup.
Vraiment, c'est une bonne initiative, vraiment, et que la coopération avec notre partenaire, vraiment, que ça s'intensifie, que ça durera longtemps. Et au-delà de tout ceci, ce sont les capacités des membres du REGEA, qui est le réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement, qui ont été renforcées et va sans doute servir de tremplin pour relayer le succès des interventions de Oxfam en matière de gestion intégrée des ressources en eau. Merci pour l'opportunité. D'abord, il faut encore rappeler que dans le cadre de la date des OMD, le Niger effectivement a élaboré une politique nationale d'administration de l'eau en eau potable. Et justement, vous savez que dans le cadre toujours des OMD, la gestion intégrée des ressources en eau occupe une place de choix. Et vous savez que dans la mise en œuvre de certaines activités de cette initiative, vous avez beaucoup de partenaires naturellement qui accompagnent cette initiative, notamment Oxfam. Et vous savez que la qualité d'intervention de Oxfam aujourd'hui est la place en tête des listes dans le paraphère des ONG internationales intervenant dans le secteur. Et cette visite va nous permettre, en tant que membre du réseau, de renforcer nos capacités sur la gestion intégrée des ressources en eau pour pouvoir faire le plaidoyer. Parce que nous voulons, dans l'agenda post-2015, d'ici 2020-2030, que tous les Nigériens, qu'on élimine complètement la pauvreté. Et je crois que c'est déjà des initiatives que nous venons de voir. Nous allons vulgariser, nous allons conscientiser les populations à prendre en compte ou bien à s'intégrer à cette initiative pour que la pauvreté soit éradiquée complètement au Niger. L'occasion justement de remercier Oxfam à travers, de remercier son partenaire ONG Kakara à travers Oxfam pour cette belle initiative de lutte contre la pauvreté de la région de Bani Bongo. C'est donc désormais un pari gagné par le partenariat Oxfam-ONG Karkara dans le département de Bani Bongo à travers le projet Passe-Gir qui a su organiser les communautés autour de la rationalisation des ressources limitées en eau en vue d'accroître leur résilience et leur permettre de développer des stratégies d'adoption face aux crises alimentaires, ce qui va aussi permettre d'atteindre les objectifs du Programme national d'alimentation en eau potable et d'assainissement prévu pour une durée de 2010 à 2020.